Bonjour à tous, aujourd'hui Animusique vous propose de partir en voyage. Vous avez immanquablement un tas de beaux souvenirs télévisés. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait ceci si vous aviez grandi dans un autre pays? C'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir au travers de cette émission. Et aujourd'hui, direction les États-Unis. Le système de diffusion télévisuelle américain est sûrement l'un des plus compliqués au monde. Avec la taille du pays et ses 4 fuseaux horaires, il peut être difficile de s'y retrouver. Donc avant de commencer, je vous propose d'essayer de rendre tout ça un tout petit peu plus clair. On peut diviser le paysage audiovisuel américain en 3 catégories. Tout d'abord, ceux qu'on appelle les grands networks, qui sont diffusés dans tout le pays, avec par ordre d'apparition sur les écrans, NBC, qui a commencé sa diffusion en 1938, CBS en 1941, et ABC en 1948. Ça, ce sont les 3 grands networks historiques encore en activité aujourd'hui. Sont venus s'y ajouter 3 autres réseaux dans les années 80 et 90. Tout d'abord Fox en 1986, puis The Warner Bros et UPN, toutes les deux en 1995, et qui ont depuis fusionné en 2006 pour devenir The CW. Il faut y ajouter aussi PBS, une chaîne publique à vocation éducative lancée en 1953, qui se distingue donc des autres, qui ne sont que des chaînes commerciales dont le profit est le but premier. Vous suivez? Alors on continue. À côté, on peut trouver 2 autres catégories, les stations affiliées qui, comme leur nom l'indique, vont être rattachées à l'un des grands réseaux qui leur fournira une bonne partie de leur programmation, le reste étant composé d'infos locales et de films. On compte quand même environ 200 affiliés par networks. On trouve enfin les stations indépendantes. Ces chaînes, qui étaient plus de 200 au milieu des années 80, rediffusent des programmes achetés aux grands networks, principalement des séries quand celles-ci ont déjà quelques années derrière elles, mais aussi en grande partie de la syndication. Du coup, vous vous demandez peut-être, c'est quoi la syndication ? Ce sont des programmes qui seront diffusés sur une large partie des stations indépendantes, celles-ci se partageant ainsi les coûts de production. On y trouve des séries, dont certaines renommées, comme la nouvelle vague des séries Star Trek à partir de la nouvelle génération, et aussi beaucoup de séries animées qui leur seront donc exclusives, et pas des moindres. On ne va pas inclure dans ce schéma les chaînes câblées et satellitaires, puisque notre propos concernera quasi exclusivement la télévision linéaire. Si vous êtes prêts, je pense que maintenant, on peut commencer. Notre voyage débute dans les années 50 sur ABC, avec un certain Walt Disney. Alors que les grands studios de cinéma de l'époque voyaient la télévision comme une ennemie, Disney a su très vite déceler tout le bénéfice que pourrait lui apporter sa présence sur les petits écrans. Et surtout, le deal avec la chaîne qui lui permettra de financer son grand rêve, Disneyland. C'est donc ainsi qu'il nommera son émission qui du même coup fera la promotion du futur parc. Malin. Le programme proposé le dimanche sera familial et de grande qualité. Présenté par Walt Disney lui-même, il marquera profondément la télévision américaine et sera diffusé durant 7 ans. Disney lancera également une autre émission sur ABC, 2 semaines celle-ci. Ainsi, du lundi au vendredi, les Musketeers accueilleront les jeunes téléspectateurs dans leur Mickey Mouse Club, et ce, durant 4 saisons. Encore une fois, Disney fera les choses comme il faut. Fiction, dessins animés et chansons seront les ingrédients du programme. L'émission connaîtra au fil du temps plusieurs renaissances et fera même éclore de nombreuses futures stars internationales. Enfin, n'oublions pas également la mythique et inoubliable série Zorro. À la fin du contrat de 7 ans le liant à ABC, Disney partira vers d'autres cieux, ceux de NBC, qui lui offre la couleur et un nouveau titre tout trouvé pour une nouvelle émission dans la lignée de Disneyland qui proposera également au public de très ambitieux programmes de vulgarisation scientifique d'un haut niveau qualitatif, tout en sachant rester accessible à tous. Rebaptisée le Wonderful World of Disney, l'émission perdurera de longues années après la disparition de Walt Disney et repassera même plus tard sur ABC, devenue la propriété du groupe Disney. Good morning. Good morning, Captain. Come on out and play. Quelques émissions à la star du Mickey Mouse Club ont parsemé l'histoire de la télévision américaine. Il serait dommage de ne pas en parler. Ainsi, sur la chaîne CBS, on peut citer Captain Kangourou, qui a quand même été diffusé de 1955 jusqu'en 1984, une émission où le comédien Bob Keeshan reçoit les enfants pour des sketchs, des rencontres avec des marionnettes et de petites animations.
indéboulonnable depuis 1969 et son apparition sur Net, devenue l'année suivante PBS, Sesame Street enchante aujourd'hui encore les plus petits, et les autres aussi, avec ses marionnettes issues du bestiaire du mythique Jim Henson, créateur des Muppets. C'est dans cette émission d'ailleurs que le plus célèbre d'entre eux, Kermit, connaîtra la renommée avant de rejoindre un show bien connu. A noter qu'il était quand même apparu entre-temps dans l'émission Sam & Friends dans les années 60. Les années 60 qui vont être de bon augure pour l'essor à la télévision américaine d'un nouveau genre, l'animation japonaise. En 1963 débarque l'un des personnages les plus emblématiques encore aujourd'hui de la culture japonaise. Né sous la plume du dieu des mangas Osamu Tezuka, Astro Boy décolle sur NBC. Le petit robot sera suivi 2 ans plus tard par Tobor the Eight Man, un personnage dans la veine des super-héros américains, en syndication cette fois-ci. Si Astro Boy a marqué l'arrivée de l'animation japonaise aux États-Unis, elle doit beaucoup au producteur Fred Ladd qui en réalisera l'adaptation. C'est lui aussi qui plus tard amènera d'autres séries comme Gigantor alias Tetsujin 28 où un robot géant télécommandé à distance par un enfant combat le mal en 1966. Ou la première série japonaise en couleur diffusée aux USA, Kimba le lion blanc la même année. Un classique encore une fois de l'illustre Osamu Tezuka. Who lives down in deepest, darkest Africa? Who's the one who brought the jungle fame? Who's the king of animals in Africa? Kimba the white lion is his name. And planet, no one can compare to the prince who wears a medallion on his chest. On pourra également suivre les aventures de Prince Planet, et un an plus tard de l'intrépide pilote Speed Racer qui deviendra un classique, comme en témoigne par exemple le film live réalisé par les sœurs Wachowski en 2008. Here comes Speed Racer. Même année également, Marine Boy, une série réalisée par le studio Telebidoga à l'histoire un peu particulière. En effet, au Japon, la série n'a pas vraiment fonctionné, et au bout de 13 épisodes risquait de voir son histoire s'arrêter. Seulement, grâce à un accord de diffusion aux USA en syndication, le fait qu'elle soit réalisée en couleur a beaucoup aidé aussi, la production a pu reprendre, à condition que celle-ci soit diffusée en exclusivité aux États-Unis avant même le Japon. Comme vous le voyez, les années 60 ont été riches en animés à la télévision américaine et laissaient espérer un avenir radieux, qui n'arriva pas vraiment. En effet, au début des années 70, la pression de puissantes associations va forcer les chaînes à durcir leur cahier des charges concernant la diffusion de séries d'animation. Entendez par là beaucoup moins de violence. Une aseptisation telle que les productions japonaises disparaîtront des écrans, enfin pas tout à fait. Évidemment, à cette époque, les séries japonaises étaient loin d'être les seules à remplir les créneaux réservés à la jeunesse à la télévision. Loin de là. Il a existé à la télévision américaine une institution, les Saturday Morning Cartoons, ou les dessins animés du samedi matin. Durant 4 heures sur les grands networks le samedi matin, les enfants ont été à la fête des années 60 aux années 90, et d'innombrables séries y ont été diffusées. Et pour remplir ces cases, de grands studios d'animation américains, dont les noms ne vous seront pas inconnus, y ont plus que largement contribué. Le plus connu de tous est sans conteste Hanna-Barbera, qui a été fondé en 1957 par les créateurs de Tom et Jerry. Ces productions étaient diffusées partout sur la planète, et certains de ces personnages comme Scooby-Doo sont connus de tous. Spécialisé dans le domaine des séries animées pour la télévision, le studio a produit des dizaines et des dizaines de programmes. Après des débuts prometteurs dans la sitcom animée avec les Pierres à Feu et les Jetsons, de nombreux genres vont être exploités. Le mystère avec Johnny Quest ou Scooby-Doo, l'humour avec les Fous du Volant, l'aventure avec Jeanne de la Jungle, l'adaptation de bandes dessinées avec les Schtroumpfs, et même largement les super-héros avec des créations maison tout d'abord comme Mythor ou le Fantôme de l'espace, et surtout une adaptation de la Ligue des Justiciers, par la suite renommée Super Friends et qui sera diffusée sur ABC de 1973 à 1985. Gathered together from the cosmic reaches of the universe,
here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. De très nombreux artistes reconnus, et toujours en activité aujourd'hui, ont travaillé sur ces productions, dont je ne vous ai cité qu'une toute petite partie tant le catalogue d'Hanna-Barbera s'avère immense. D'autres studios marqueront aussi l'histoire des samedis matins, comme Filmation, créé en 1962 par Norm Prescott, Lou Scheimer et Al Sutherland. Ils se feront remarquer grâce à une série très populaire basée sur le personnage iconique de Superman. Suivront d'autres super-héros d'ici avant qu'Hanna-Barbera prenne le relais avec ses Super Friends. Qu'à cela ne tienne, Filmation développera moult séries qui marqueront le public, dont les plus connues sont certainement une adaptation de Star Trek, un peu considérée d'ailleurs comme la saison 4 de la série originale de par la qualité de ses scénarios, Groovy Ghoulies, mettant en scène tout un panel de monstres célèbres dans une comédie satirique, John Blackstar, astronaut. également Blackstar et son épée magique, ou Flash Gordon, au pilote très réussi et conçu comme un long métrage. Le studio est connu pour avoir largement utilisé la technique de la rotoscopie, c'est-à-dire la reproduction de mouvements humains comme base pour l'animation de ses personnages, et aussi la réutilisation à outrance de scènes d'un épisode à l'autre de leur série. Il n'en est pas moins que se dégageait de celle-ci une atmosphère particulière qui a sans nul doute contribué à leur succès. La programmation dessin animé du samedi matin était souvent composée de productions édulcorées à l'extrême, compte tenu des contraintes draconiennes qui leur étaient imposées. Ainsi, au fur et à mesure, les dessins animés les plus populaires, surtout dans les années 80, ont principalement été diffusés sur les stations indépendantes moins soumises à ces règles, en syndication. Le fait de pouvoir, dès le début des années 80, produire une série animée basée sur une gamme de jouets a également beaucoup aidé à l'émergence de ces séries animées ultra populaires. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" La série étendard de cette nouvelle tendance sera produite par Filmation. Il s'agit de He-Man and the Masters of the Universe, dont la gamme de jouets et la série deviendront un phénomène quasi planétaire. He-Man ouvrira la voie à une multitude de séries animées créées pour faire vendre des jouets, et leur terrain de jeu sera principalement celui de la syndication. Transformers, robots in disguise. Yo, Joe! Freedom, wherever there's trouble, G.I. Joe is there. Avec Challenge of the Gobots, Hanna-Barbera s'investira aussi dans le créneau et proposera quelques séries bien sympathiques, même si un peu oubliées aujourd'hui. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Disney, qui avait été un pionnier du petit écran, s'était un peu reposé sur ses lauriers dans ce domaine, et choisira de se réveiller en investissant lui aussi les stations indépendantes avec plusieurs séries qui resteront dans les mémoires. Pour cela, il aura la bonne idée de s'associer aux studios japonais de la TMS en ce qui concerne leur animation. Dashing and daring, courageous and caring, faithful and friendly with stories to share. All through the forest they sing out in chorus, marching along as their song fills the air.
have a very special secret. I'm the only one who knows about tiny people living in our walls called the Little. N'oublions pas les petits français du studio Dick qui, après avoir réussi à imposer sur ABC leur adaptation de The Little, les Mini-Pousses, deviendront un acteur majeur de ce type de série également. C'est sur les stations indépendantes que l'animation japonaise que nous avions laissée dans les années 60 va aussi trouver refuge. Cependant, les règles en matière de contenu pour un dessin animé diffusé à la télévision ne permettant plus de diffuser tel quel un programme japonais, les producteurs américains vont opter pour une autre solution, le reformatage. L'exemple le plus connu étant celui de Gatchaman, rebaptisé Battle of the Planets, et qui, bien que vidé d'une grande partie de sa substance, remportera un immense succès en syndication. Autre grand classique de la Japanimation, travaillé par les studios Harmony Gold, mais sûrement avec plus de soin, en tout cas en gardant intact l'esprit de la série, Robotech. 86 épisodes issus de la fusion de 3 séries sans aucun lien et qui sera un gros succès international également. Bref, de très nombreux animés passeront à la moulinette dans les années 80 et un certain Haïm Saban, qui a fait sa fortune en France grâce en partie à Goldorak, ne se gênera pas pour user jusqu'à plus soif de ce stratagème. Si certaines de ces réadaptations sont parvenues jusqu'à nous, fort heureusement la plupart se sont cantonnées au sol américain. Aujourd'hui, le paysage audiovisuel américain en ce qui concerne les programmes destinés à la jeunesse a bien changé. Les gros studios comme Hanna-Barbera, Dick ou Filmation ne sont plus vendus, revendus, absorbés et désossés. Fort heureusement, il est toujours possible de redécouvrir la plupart de leurs séries sur le marché de la vidéo. Les grands networks ont abandonné les samedis matins enchantés d'antan, face à la concurrence des autres stations, à l'apparition de nombreuses chaînes spécialisées et des règles totalement contraignantes qui leur étaient imposées. Reste une belle et longue histoire à n'en pas douter et de merveilleux souvenirs pour plusieurs générations. Voilà, notre voyage touche à sa fin. Difficile de tout aborder tant la matière était dense, mais j'espère que vous aurez apprécié cette synthèse. Je vous donne rendez-vous à très vite pour un autre voyage, et en attendant je vous dis, see you soon in Animusic. Go away, this is my big day.